Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous étiez sur le piquet là où il y a eu une évacuation, ou une tentative d'évacuation un peu musclée de la part il y a eu évacuation. J'étais sur le piquet à 5 h du matin et ça s'est fini avec des lacrymogènes et des coups de matraque sur des gens qui faisaient de la résistance passive. Je suis témoin. C'est quoi la résistance passive? Ça veut dire que vous n'avez pas d'armes, vous n'êtes pas protégé, simplement. Mais c'est un blocage de dépôt de bus. Oui, d'accord, mais vous savez, ça s'appelle les moyens proportionnés que doit utiliser la police. Quand vous êtes face à des gens qui sont pacifiques, vous ne donnez pas un coup de matraque ou vous éclatez un nez. Voilà. Quand vous êtes face à des gens, vous faites une sommation. Vous faites une sommation. Oui, mais dans ce cas, tout est permis. Il n'y a pas d'intervention policière. Mais il pourrait tirer, pourquoi pas, à ce rythme-là. Quand la police, par exemple, arrive et met des jets lacrymogènes sans prévenir, sans sommation, c'est un petit problème par rapport à la légalité. Est-ce que ça devient une habitude. La preuve, c'est que vous défendez quelque chose. La preuve, c'est que vous défendez. Si, j'entends bien. C'est un risque que vous prenez, Éric Coquerel. Non. Vous allez bloquer. Ah bon, dans ce pays, on ne peut plus faire de mobilisation sociale. On ne peut plus utiliser des moyens normaux, habituels, de moments de grève. Le blocage, c'est pas un moyen normal. De moments habituels de moyens de grève, sans menacer de recevoir des coups de matraque. Le blocage, un dépôt avec des conducteurs qui sont insultés. Des conducteurs non grévistes qui sont insultés, c'est normal. Attendez, personne n'a été insulté au dépôt, j'étais ce matin. Absolument personne. Il n'y a pas eu d'insulte contre les conducteurs de bus. La semaine dernière, il y a eu une insulte qui a été faite, la CGT. Une seule. La CGT a fait un communiqué le dénonçant, donc vous le savez bien. Ce matin, vous me parlez de ce matin, d'accord? Donc il n'y a pas eu d'insulte envers personne, il y a eu des menaces envers personne. C'est pas nouveau que les piquets de grève, dans une mobilisation. C'est pas nouveau que les piquets de grève, dans une mobilisation, 85% des gens font grève. Il y a un moment donné un blocage, vous le savez bien. Ça fait partie des mobilisations sociales. Ça fait partie des mobilisations sociales. Et je trouve qu'à un moment donné, quand vous voulez débloquer un dépôt de bus, et vous utilisez des moyens proportionnés, parce que sinon il n'y a plus de limite. Par exemple, je vous le dis. Quel aurait été le moyen proportionnel qui, par exemple, en faisant uniquement usage de la parole, aurait débloqué? Non, je ne parle pas d'usage de la parole, mais par exemple, vous avez des techniques policières avec des boucliers qui permettent de repousser des gens. Ce matin, ils l'ont fait sans forcément. Vous avez déjà pris un coup de matraque télescopique? D'accord, vous devriez essayer. Vous verriez que ce n'est pas proportionné par rapport. Voilà, un policier, théoriquement, il n'utilise pas des moyens, pouvant faire véritablement très mal. J'ai vu un jeune se faire éclater le nez devant moi, s'il n'est pas lui-même, menacé. C'est clair. Ce matin, il n'y avait pas de menace. J'ai vu des manifestants, il n'y avait aucune protection, rien. Donc ils étaient là. Je vous dis simplement, j'en fais pas une histoire, je vous dis simplement, c'est une habitude un peu sous Macron qu'on utilise la police pour faire face aux mobilisations sociales et avec des moyens disproportionnés de violence. Alors, voilà, c'est ce que je pense. Vous pensez pas, c'est bon. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on va franchir le cap du... Je crois que l'étiage, c'est le 5 décembre. C'est entre 1 million et 1,5 million. 800 000 et 1 million. Selon les organisateurs et 860 000 selon la police. J'ai l'impression, il y a une excellente chaîne de télé que je regardais, BFM à l'instant, qui parlait de Marseille, qui avait l'air de dire que c'était plus important que le 5 décembre. Donc oui, je pense que ça va être beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que, alors non seulement il y a des syndicats qui rejoignent le mouvement, comme la CFDT, la CFTC, etc. Mais en plus de ça, la colère n'a pas cessé de grandir. Et vous le voyez pour l'instant dans les sondages, et moi je l'entends parce que je prends les transports en commun, oui, je continue, je vis la même chose que les gens. Pour l'instant, les gens se retournent vers le gouvernement en termes de responsabilité et soutiennent plutôt les grévistes. Donc je pense qu'il y aura encore plus de monde aujourd'hui. Donc c'est une pression supplémentaire sur le gouvernement. Il doit en tenir compte, au-delà des négociations qui vont continuer. Oui, en fait, il doit en tenir compte. Moi, ce que je crois, c'est que on parle sans arrêt de la trêve de Noël, etc. Il y a un moyen de faire en sorte que la trêve de Noël soit respectée. Il retire son projet. Complètement. Qui manifestement est contesté par une majorité de Français. Bon, même les gens qui le soutiennent disent... Il est quand même mal fichu, il est mal expliqué, etc. Et puis il rouvre des discussions après, puisqu'il parle de concertation qu'il n'a quasiment pas fait. Et ça sera un moyen, j'allais dire, de permettre que les gens partent en vacances. Qui négocie? Parce que en face de lui, le gouvernement a surtout des gens qui défendent la retraite à 60 ans. Je rappelle que la retraite n'est plus à 60 ans depuis quelques années. C'est un problème. 40 ans d'annuité. Donc je vois pas bien sur quoi ils peuvent repartir ensemble, comme si c'était possible, d'écrire ensemble, alors que le projet du gouvernement, c'est de changer de système. D'accord. Donc déjà peut-être que c'est validé par une élection. Vous l'avez dit vous-même. Vous dites qu'elle n'est plus à 60 ans depuis des années parce que depuis les réformes, depuis plusieurs réformes, on s'est débrouillé soit avec une augmentation des années de cotisation, soit carrément de l'âge de la retraite sous Sarkozy à 62 ans. On s'est débrouillé pour faire en sorte que les gens, en théorie, travaillent plus longtemps. Parce que je dis en théorie parce que la moitié sont au chômage quand ils atteignent l'âge de la retraite, donc on voit bien que tout ça n'est pas forcément fait pour ça, et moins de pensions. Bon. Donc on a quelque part dégradé
le meilleur système au monde, qui était le système par répartition, qui même dégradé reste quand même préférable à ceux de nos voisins. Parce que je vous remarquer que s'il y a moins de pauvres dans les personnes âgées dans notre pays, c'est dû aussi quand même à ça. Mais on l'a dégradé. Le système par répartition, vous êtes d'accord pour dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait plus d'actifs que d'inactifs? Eh bien, moi, je pense qu'il faut revenir sur une autre logique inverse que celle qui a été appliquée depuis 10 ans, où à chaque fois, tous les gouvernements ont dit aux travailleurs, à tous ceux qui leur demandant des sacrifices, vous inquiétez pas, c'est la dernière fois, ça va s'équilibrer. Donc on voit bien que ce système-là, il marche pas de cette manière. C'est pour ça qu'il est changé. Eh bien, la manière de le changer, pour moi, c'est de revenir justement à 60 ans avec 40 années de cotisation, y compris les années de formation. Là, vous le changez pas. C'est de faire en sorte qu'il y ait pas... arrière. Si, c'est d'améliorer la situation pour les gens qui partent à la retraite. C'est un autre pays dans le monde où on part à 60 ans à la retraite. Moi, ça m'est égal, ça. Ah bon, vous savez, oui, c'est vrai. Non, bien sûr. Mais vous savez, quand la France a fait sa révolution française et a fait en sorte de mettre fin à la monarchie, c'était le seul pays au monde. Je pense que c'était positif. Non, il y a eu d'autres démocraties avant nous. Peut-être, mais n'empêche, c'était un des seuls pays au monde, je pense que c'était positif. Alors, donc, à un moment donné, dans ce que je considère en termes de progrès social, en termes d'une société qui considère que quand vous produisez toujours plus de richesses, parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que la productivité, elle a augmenté 3 fois depuis 50 ans, d'accord? Donc on produit toujours plus de richesses. Et la question, c'est où partent les richesses? Est-ce qu'elles partent, par exemple, pour faire en sorte que des gens puissent continuer à partir à un âge de la retraite convenable, avoir quelques années devant eux où ils seront en bonne santé, parce que cet âge-là stagne, la longévité en bonne santé, avec des pensions qui ne soient pas en dessous du SMIC, comme on le propose, ou est-ce que, à l'inverse, c'est par exemple de favoriser la retraite et capitalisation, comme on le fait, de favoriser les actionnaires, comme on le fait depuis des années. Voilà, il faut savoir où on met la richesse. Nous, on pense qu'il faut les mettre du côté du travail, des forces du travail et des retraites. Je voulais savoir. Oui. Non, je vous réponds très vite. Non, parce qu'il faut financer. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous réponds très bien. Avoir une retraite digne. Il n'y a pas de problème. Alors déjà, on arrête les exonérations qui servent à rien. Ça commencera pas mal parce que prenons le CICE. Le CICE, vous le savez, c'est transformé en exonération. Je prends cet exemple parce que là, pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça a créé quasiment aucun emploi. 20 milliards d'euros par an. Le CICE n'a créé quasiment aucun emploi. Le chômage a baissé. Non, mais attendez, là, je vous parle d'une question. On va reparler du chômage après. Le CICE n'a créé aucun emploi. Non, mais je vous le dis. Mais le chômage a baissé. Vous me laissez aller jusqu'au bout de la logique. Est-ce que oui ou non, le chômage a baissé? Arrêtons les exonérations et déjà, vous allez voir qu'on va faire en sorte que les caisses de retraite soient réalimentées. Deuxièmement, la meilleure manière de le faire, c'est d'augmenter les salaires, y compris les salaires différés. Quand vous augmentez les salaires des gens, vous augmentez les salaires différés. Comment vous décrétez l'augmentation générale des salaires? Par exemple, moi je suis pour augmenter le SMIC de manière respectable. Je suis pour faire en sorte que les personnels soignants qui en ce moment se mobilisent, non pas pour des primes, mais pour demander plusieurs centaines d'euros de plus par mois, parce qu'ils sont dans une situation, moi j'étais les visiter hier, l'hôpital Robert Debré, d'accord, des personnes qui font 13 heures par jour, qui habitent je ne sais où, de plus en plus loin, est-ce que le prix de logement... Non, c'est pas dévié. Pardonnez-moi. Avec des salaires à 1600 euros au départ, je suis pour les augmenter. Augmentons les gens, vous augmenterez les cotisations, partageons le temps de travail, vous augmenterez l'emploi, et faisons en sorte qu'il y ait d'égalité salaire homme-femme, et vous augmenterez aussi les cotisations. Et tout ça, ça c'est des lois. Ça, vous pouvez le faire. Et ça, c'est de l'argent que vous allez apprendre sur le capital. Voilà. Alors, 2 questions. David Dickens, Jérôme Marty et Étienne Yabig, pardon. Je soutiens la devise qui veut que je n'apprenne rien des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, je suis ravi d'apprendre des choses autrement. Et moi, je vous connais. D'accord. Et vous êtes en train d'écrire un projet de société, parfaitement légitime, vous en avez le droit. Ce projet de société, j'ai le sentiment qu'il s'accompagne d'un plébiscite électoral. Il se trouve que vous n'êtes pas au pouvoir. La France insoumise, Monsieur Mélenchon n'est pas président de la République. Et donc, est-ce que c'est pas une manière de hold-up par rapport à un scrutin, par rapport à une expression démocratique, d'utiliser ces moyens qui sont aujourd'hui, qui bloquent le pays aujourd'hui, pour faire valoir un projet de société qui n'a pas été plébiscité. Donc je vous pose une question. Ça veut dire que quand un pouvoir est élu... Vous répondez à une question par une question. Non, ça m'intéresse. Monsieur Coquerel. Je réponds à votre question. Est-ce que vous estimez que lorsqu'un pouvoir est élu, pendant 5 ans, il n'y a plus d'opposition possible, plus d'opposition sociale, plus de grève, plus de mobilisation pour s'opposer à un projet? Je voudrais savoir. C'est pas ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des ressorts qui vous permettent. Laissez-moi répondre. Alors allez-y. Quel ressort? Voilà. Il y a des ressorts qui vous permettent de vous exprimer. C'est le cas. Le droit de grève, le droit de manifester. Ça a été le cas des Gilets jaunes pendant 1 an. On est bien d'accord là-dessus. Mais il se trouve que ce projet que vous défendez, qui est une refonte structurelle de ce qui est en place, vous n'avez pas été mandaté pour le faire. Et donc vous passez outre les gens qui, comme moi, soutiennent par exemple cette réforme et qui n'ont pas droit de regard. Je vous dis, ne faut-il
faut-il pas attendre le prochain scrutin, la prochaine élection, qui vous permettra d'appliquer votre projet de société? La première, vous savez qu'Emmanuel Macron a eu à peu près 20% des électeurs au premier tour. Et que j'ai entendu un appel, y compris à nous, on nous a culpabilisés. Attention, contre le danger fasciste, appelez à voter Emmanuel Macron. Je ne suis pas là-dedans. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a eu du mal à choisir. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, les pourcentages du deuxième tour d'Emmanuel Macron valaient validation de tout son programme. Ça serait mensonge. Deuxième chose, je vous dis, on n'est peut-être pas d'accord non plus là-dessus, quand vous avez un projet... C'est un truc de mauvais perdant. Les droits de grève, le droit des mouvements sociaux, le droit de grève et le droit des mouvements sociaux, c'est le fait à un moment donné de s'opposer à un projet. Et puis on regarde comment ce mouvement social, comment ce mouvement de grève est supporté par la population. C'est là qu'on arrive à voir s'il est quelque part majoritaire. Aujourd'hui, ce que je constate dans tous les sondages, dans la manière dont il se passe, c'est qu'il est majoritaire et qu'en tout cas, il est plus majoritaire aujourd'hui que M. Macron. Les grévistes aujourd'hui, ils sont plus populaires que M. Macron si vous regardez les différents sondages. Majoritairement, les Français sont contre les régimes spéciaux, donc vous êtes contre les régimes spéciaux. Attendez, je suis votre logique. Allons-y, prenons par grade. Les Français sont largement contre l'âge pivot, premier point. Deuxièmement, ils sont contre les régimes spéciaux. Non, mais je vous pose une question sur les régimes spéciaux. Parce que je comprends bien, M. Coquerel, pour vous, c'est les sondages qui priment sur l'élection. Donc les Français sont contre les régimes spéciaux. Prenez les sondages qui nous intéressent, je vais vous apprendre d'autres. Les Français aujourd'hui disent soutenir largement à 54% le mouvement social. Non mais premier point. Deuxième point, il s'oppose très majoritairement au recul de l'âge de la retraite. Troisième point, c'est à peu près équilibré sur le système par point. Et les régimes spéciaux, évidemment, on n'arrête pas de dire aux Français, vous vous rendez compte, il y a ces feignants de fonctionnaires, ces feignants de la RATP. On leur dit, ah bah si, j'entends ça à peu près en permanence, c'est les privilégiés. Vous dites pas feignants, vous dites les privilégiés. Par contre, vous avez remarqué une chose, c'est qu'il y a deux régimes spéciaux qui ne sont pas concernés par la réforme. Les réformes, les retraites chapeau, pas un mot. Les retraites par capitalisation, la loi Pacte, votée il y a quelques mois, qui prévoit, ça je vous le dis parce que tout le monde ne le sait pas, qui prévoit que quelqu'un qui cotise pour les retraites par capitalisation et qui va en profiter, il a des exonérations fiscales, mais ça pas un mot. Ces retraites spéciales qui alimentent en réalité toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui s'enrichissent le plus depuis 2 ans, ça on n'en parle pas. Les fonds de pension, on n'en parle pas. Donc je vous réponds, il y a des arguments à voir. Les retraites, les régimes spéciaux aujourd'hui sont des régimes qui ne sont pas suffisants. Parce que moi, je pense que quand un ouvrier meurt 7 ans avant un cadre, il faudrait élargir les conditions de pénibilité. Non, mais surtout, si vous permettez, docteur Marty, si vous permettez, surtout, on est en train de mettre en place une réforme avec un espèce de plan quinquennal, exactement comme si on était encore sous Pompidou, quoi. La société a changé, on est en train de vivre une rupture sociétale comme jamais on en a connu. Contre la réforme. Avec le numérique, avec tout un tas de choses qui apparaissent, avec l'ubérisation. Et on est en train de nous dire, juste, ça tient parce que vous allez vivre plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Mais ça a changé et on prend les ressources sur les salaires et sur les pensions. Alors qu'il faudrait mieux taxer le produit fini, taxer tout ce qui est justement production numérique, etc., pour en arriver à financer quelque chose. Et autre point qu'on ne veut pas aborder et qui est complètement fou. Aujourd'hui, 5% de la population représente 60% des dépenses de la Sécu. Ça veut dire que les dernières années de ta vie, c'est là où tu dépenses le plus. Mais les pensions devraient augmenter, c'est-à-dire que plus tu vieillis, plus tu devrais toucher. À la place de ça, on te file un truc linéaire. C'est-à-dire, on va imaginer qu'à 90 ans, tu peux vivre avec la même pension que tu as à 60 ans. C'est débile. C'est juste débile. Quand je dis depuis le début qu'à cette réforme n'ont pas participé ni des philosophes, ni des sociologues, ni des spécialistes des new tech, ni des spécialistes de nouvelles technologies médicales, mais uniquement Bercy, ça nous amène dans le mur. C'est cette question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de cette folie dans la construction de cette réforme? Je pense que je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Voilà. On a une question. Il a raison de poser la question sur des principes civilisationnels. D'accord. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, la longévité en bonne santé, d'accord, est en train de stagner. D'accord, elle baisse même. Bon, elle stagne. Pourquoi? Ça a peut-être un rapport avec le fait qu'on pousse les gens à travailler toujours plus longtemps. C'est multifactoriel. Bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais ça a aussi un rapport avec ça. C'est que quand vous travaillez plus âgé, vous usez de l'air plus âgé. C'est exactement la même raison que je disais tout à l'heure, un ouvrier, il vit 7 ans de moins qu'un cadre, parce qu'il a des conditions de vie plus dures. Donc toute la question qui nous est posée, c'est que on a, en quelques années, en gros, doublé la part du PIB concernée aux retraités. On était à 7%, on est passé à 14%. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit quoi? On va faire une réforme où, dans plusieurs décennies, ça sera toujours 14%, alors que les retraités aujourd'hui pèsent 20% de la population. Eh ben, c'est pas normal, quand vous pesez 20% de la population, que vous n'avez pas, qu'on ne suive pas la courbe, qui fasse qu'on vous bénéficiez de plus de richesses pour continuer à vivre normalement. Et on me dira, bon ben,
La réponse qu'on pourrait me faire, oui, mais d'accord, mais comment on va la chercher, la richesse? La richesse, il se trouve qu'elle continue à croître. C'est pas un problème de richesse, c'est un problème de répartition. Vous étiez plutôt pour la décroissance maintenant à la France insoumise, oui, mais parce que vous êtes écolo. Attendez, parce que c'est intéressant, parce que votre système de répartition... J'observe que la richesse n'a pas cessé de croître. D'accord, mais votre système de répartition repose sur une croissance et sur finalement cette politique de productivité et de production. Vous avez raison de poser la question, parce que la retraite par points, c'est aussi une réforme productiviste. Parce que ça consiste à penser qu'en réalité, il faut toujours travailler plus, il faut travailler plus longtemps, il faut travailler plus d'heures, il faut travailler la nuit et être considéré comme normal, comme plusieurs lois l'ont voté. Et ça, c'est du productivisme. Et ben nous, on pense autre chose. Il faut partager les richesses et le temps de travail. Je voudrais vous poser une question juste de stratégie par rapport à la France insoumise. Moi, je trouve que, par exemple, la question de la France insoumise, j'ai eu l'impression qu'elle a couru après les Gilets jaunes et que ça n'a pas été un bon plan sur le plan politique, sur le plan de la stratégie politique. Et je me pose la question de savoir si ce qui se passe en ce moment, uniquement sur la question du positionnement de la France insoumise, que moi, j'ai pas suivi, alors que je partage plutôt les idées, est-ce que c'est un bon plan politique? Mais c'est pas... En 40 secondes. Non, mais soyez honnête. Non, mais je suis honnête. Je suis militant, je suis engagé depuis 40 ans, je suis honnête. On vit pas simplement avec des intérêts boutiquiers en se disant ça va nous sourire. On va vers où on pense que c'est nécessaire, on appuie un mouvement qui est nécessaire. Là, on pense que la retraite par points, c'est une catastrophe. Donc, on appuie ce mouvement parce qu'il faut l'arrêter. Voir après à qui ça sourira, etc., on verra plus tard. Oui, parce que les Gilets jaunes se battaient contre les inégalités. Et d'ailleurs, l'esprit Gilets jaunes continue. Marine Le Pen, Et on verra bien dans l'avenir, on verra bien à qui ça profite. Ce que je constate, c'est que Marine Le Pen, elle est plutôt ennuyée avec le mouvement aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas habituée au mouvement social. Merci Monsieur Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir été avec nous. Demain...